C'est la hantise de tous les automobilistes. Voir sa voiture se faire embarquer par la fourrière. Dans les villes, le spectacle est quotidien. À Paris, un véhicule se fait enlever toutes les 2 minutes. Faire la chasse au stationnement gênant pour dégager la route aux autres usagers, Ouais, mets-toi là, on va aller voir les trottoirs. c'est justement la mission de Françoise et Michel. Une mission de service public. Ouais, on va regarder ici. Ce sont des fonctionnaires de la mairie de Paris. Alors, Mais même quand une voiture ne gêne pas vraiment la circulation, ils verbalisent. La propriétaire du véhicule était en train de faire une petite course. elle est là. Elle a beau plaider sa cause, Alors, je vous explique, vous êtes sur raison de livraison, d'accord? J'ai constaté, je verbalise. elle n'évitera pas les 35 € d'amende. Au moins, elle peut repartir au volant de sa voiture sans passer par la case fourrière. Un peu plus loin, nos 2 agents vont faire coup double. 4 il est 11h45. Une voiture mal garée, laissée en plein milieu d'un rond-point. Trop dangereux. Pendant que son collègue Michel dresse le PV et note l'état du véhicule, Françoise fait une demande d'enlèvement sur son téléphone portable. Donc là, j'ai verbalisé le véhicule. Et là, je suis en train de l'envoyer à ma salle de commandement, elle va envoyer le message justement aux grutiers qui vont venir récupérer le véhicule. La note va être salée pour le conducteur. 179 €. En moins de 5 minutes, la fourrière est déjà là. Les 2 agents n'attendent même pas la fin de l'enlèvement. Donc là, nous, on va pas l'attendre, il va faire ce qu'il a à faire. Nous, on a fait notre travail, lui, il va faire le sien. Leur travail, c'est justement de faire enlever un maximum de véhicules. Leur employeur, la mairie de Paris, touche de l'argent sur chaque enlèvement. Beaucoup d'argent même. Un pactole de plus de 25 millions d'euros l'an dernier. Les contrôles s'intensifient et chez les Français, le ras-le-bol s'installe. Car dans les grandes villes, l'équation est toujours la même. Des voitures toujours plus nombreuses, de moins en moins de place pour le stationnement, des parkings souterrains hors de prix. Alors les automobilistes sont obligés de tenter leur chance, comme ici sur les Champs-Élysées. Et au petit jeu du chat et de la souris, ce jeune homme venu chercher un costume pour son mariage a perdu. J'ai mon mariage dans 1 semaine là. Et ils n'ont même pas attendu 5 minutes. Ils m'ont déjà embarqué la voiture, donc voilà. Là je suis dégoûté. Et on peut rien faire, c'est comme ça. On se fait niquer. C'est du racket organisé. Voilà. Super. Bravo la France. À Paris, un homme a déclaré la guerre aux abus des fourrières. Il s'appelle Sébastien Dufour, il est avocat. D'habitude, quand il enfourche sa moto, c'est pour se rendre au tribunal et faire sauter les PV de ses clients. Mais depuis quelques mois, l'avocat s'est trouvé un nouveau cheval de bataille. Il prend en chasse les grutiers qu'il juge conduire n'importe comment. Et à vrai dire, il ne met jamais bien longtemps à les trouver. Là, lui, il a fait le feu rouge. Il fait 5 mètres en sortant du parking, il brûle déjà un premier feu rouge. C'est hallucinant, quoi. Et le festival ne fait que commencer. Ouais, j'arrive pas à le suivre, hein. J'ai 160 chevaux, j'arrive pas à le suivre, mais bon, tout va bien. Ou alors c'est moi qui sais pas conduire. Un grutier qui ne semble pas hésiter à forcer le passage. Il est passé devant tout le monde, et il est en double fil devant tout le monde, là, c'est marrant. Il doit être assez pressé, ce monsieur. En quelques minutes, le grutier va commettre pas moins de 11 infractions. Ce qui aurait dû lui coûter très cher. On conduit un peu vite, on met pas les clignotants. Bon, les clignotants, dans Paris, c'est vrai que ça sert pas à grand chose. Allez, le feu rouge, en avant. Non seulement ce chauffard ne respecte pas le code de la route, mais en plus, il met potentiellement la vie des autres en danger. Hop, la voie de bus. Surtout pour en plus couper la voie de circulation sans clignotant. Et... Enfin, c'est ridicule, sa façon de conduire, elle est ridicule. Donc là, déjà, en l'espace de 2 minutes... Bon, il a déjà plus le permis, hein. Pour résumer, 7 oublis de clignotants, 2 feux rouges, une voie de bus et une vitesse excessive eu égard aux circonstances.
En moins de 2 km, ce grutier aurait pu perdre 29 points sur son permis et payer 785 € d'amende. Après, la mairie de Paris nous dit que les gars respectent le code de la route. Le citoyen lambda se verrait immédiatement retirer son permis de conduire. Pour mettre du four, c'est une politique deux poids, deux mesures insupportable. Ce que je dénonce dans tout ça, c'est que c'est assez simple à comprendre. Pourquoi est-ce que ce type-là a le droit de s'affranchir des règles du code de la route? Enfin, je veux dire, il a un gyrophare, il est sur une urgence, il va sauver une vie. Pourquoi les grutiers prennent-ils des risques? Bénéficient-ils vraiment de certains passe-droits? La police ferme-t-elle les yeux sur leurs agissements? À Paris, 5 sociétés privées se partagent le marché. Nous les avons toutes contactées. Je voulais savoir si un tournage dans votre fourrière était envisageable. Impossible. Mais les journalistes ne sont pas trop en odeur de sainteté. Je ne parle pas avec les journalistes. Donc enfin, ça sert à rien, quoi. On va pas embellir l'image de la profession, non? Qu'elle était assez dégradée comme ça. Je pense que le mieux, c'est de nous laisser tranquilles, non? Vous pensez pas? On n'a pas réussi à rentrer par la porte, alors on va essayer par la fenêtre, en tentant de nous faire embaucher comme grutier. L'un des responsables est justement en train de s'accorder une petite pause. Écoutez bien. Bonjour. L'entretien va se résumer en 3 questions. Pour demander s'il y avait du travail en ce moment. On m'a dit de revenir aujourd'hui vers 14h30, 20h30, un truc comme ça. Ouais. Est-ce que vous savez à qui je dois parler? Moi, j'habite exactement à Rosny-sous-Bois. Je suis véhiculé. J'ai 25 ans. Marié? Non, pas d'enfant, pas marié. J'ai besoin de travail en ce moment. T'as quoi? T'as des papiers avec toi? T'as permis de conduire? Ouais, j'ai ça. L'entretien a duré moins d'1 minute. Comment ton nom est merci? Yes. 06. Demain matin, direct, hein? Demain matin? Yes, aïe. Et nous commençons dès le lendemain. Rendez-vous dans le 8e arrondissement de Paris. C'est Olivier qui doit nous apprendre les ficelles du métier. Normalement, c'est censé être une journée de formation. Vincent, ça va bien? La forme? On le volant, Vincent? Direct? Allez, c'est parti. Hein. Mais avec Olivier, pas d'observation, on passe directement à la pratique. Quant au 4x4, le constructeur n'en fabrique plus depuis presque 20 ans. Il est dans un drôle d'état. Par contre, tu démarres en deuxième, parce que la première marche pas. Ok. Ouais, c'est normal, ton deuxième. Ah ouais, il faut bien partir. Démarrage en seconde, et Olivier nous oblige dès le départ à griller un feu rouge. Et avec lui, la formation se fait en musique. Celui-là avec mes sons, je vais te faire écouter. Heureusement, avec une demande d'enlèvement toutes les 2 minutes en moyenne à Paris, notre première mission de service public ne tarde pas à tomber. Elle écoute, elle écoute. Le frérot. Alors, mets-toi sur le côté. Je vais aller voir quelque chose. Pour éviter de faire le tour et gagner du temps, notre formateur n'hésite pas à nous faire prendre la petite rue en sens interdit et en marche arrière. Là, on a fait en sens interdit. Ouais. Même si tu es en marche arrière? Bah ouais. Et pour te casser les couilles, il faut aussi un agent, il te dit tu peux. Ouais. Ok. Les agents, normalement, ils te laissent faire encore. Voilà. Et comme dans l'échelle des professions les plus détestées, grutier arrive juste derrière les huissiers. Olivier nous donne ses astuces au cas où le propriétaire du véhicule s'opposerait à l'enlèvement. Par contre, le véhicule, il est levé. Même si c'est le président de la République. Tant que la mairie, elle n'est pas là, ne descend pas le véhicule. Ne descend rien, même s'il te menace, ne descend rien. Tu dis ouais, menace, c'est tout. Tracter une voiture de 2 tonnes, manœuvrer un attelage de plus de 10 mètres de long. Avouez que quand on ne l'a jamais fait, ce serait un peu inconscient de nous laisser conduire. Eh bien, pas dans notre cas. Il paraît que c'est comme ça que le métier rentre. Ouais, regarde, va doucement, va doucement. Là, je conduis, je regarde pas ma voiture, elle va taper. Je fais ça, regarde dans le rétro, c'est... Et tu l'écartes, t'as vu? Ok. T'as compris? Yes, yes.
N'ayant pas l'habitude, nous roulons prudemment. Mais Olivier nous demande d'appuyer sur le champignon. Si Olivier nous presse, c'est parce qu'il a une moyenne à respecter. Il doit procéder à l'enlèvement de 10 voitures par jour. On tourne là, En 4 heures, nous allons enchaîner les enlèvements. 5 voitures. Dans le milieu, on appelle ça chargé. Voilà, tu serais. Éteins toujours le moteur. Chargé, le terme n'est pas si mal choisi quand on connaît les distractions de certains grutiers au moment de la pause. Là, ils sont en train de se rouler en rouge. Au calme. 2 d'entre eux sont en train de consommer du cannabis sur leur lieu de travail. Olivier, notre formateur, les rejoint. C'est bon, ça, on va manger d'accord. Et il se roule un pétard sous nos yeux. Un comportement inapproprié, d'autant plus que ces grutiers s'apprêtent à reprendre le volant. Ce serait une pratique assez courante dans le métier, à en croire cet ancien employé d'une fourrière parisienne. Il a travaillé pendant 5 ans comme grutier. Je laisse le passer de Nous l'appellerons Kevin. Il souhaite garder l'anonymat. Ah, mais ça, c'est normal, ça. Ça, c'est normal. Des fois, on se posait, barbecue en plein air, des bouteilles d'alcool fort. Ça fume, ça tease, et après, bah, ça va continuer à bosser. Est-ce que vous vous faites contrôler? Est-ce que ça arrive? On se fait contrôler, mais bon, après, il y a des parades pour tout. Paquet de chewing-gum, des gouttes de colère pour les yeux, et ça y est, fin de l'histoire. Tous les camions, étaient équipés de ça. Retour avec Olivier, les bons tuyaux, notre formateur. Un grutier est payé 1 800 € net par mois. Mais il va nous expliquer comment gagner 30% de plus. Comment on fait de l'oseille concrètement? Tu charges. Tu charges. Mais en temps normal, si tu veux avoir une bonne paille, si tu fais minimum entre 10 et 12 véhicules par jour, tu fais les 2 balles 5. Ah ouais, 2007. Ah ouais, non, c'est bon. Là, il y a de l'oseille. Voilà, il y a de l'oseille. Au-delà des 10 voitures enlevées, un grutier touche une prime de 11 € par véhicule supplémentaire. C'est pour cette raison que les chauffeurs prendraient des risques inconsidérés pour faire du chiffre. Et forcément, à aller trop vite, il y a parfois de la casse. Internet est rempli de ces vidéos. Ici, un chauffeur qui démarre à fond la caisse en plein Paris. Heureusement, elle finit dans un poteau et pas sur un piéton. Ah oui, il est chaud, hein. Là, une petite citadine remorquée sans ménagement. Et hop, ni vu ni connu. Mais même cette Rolls, à 1,5 million d'euros, n'a pas droit à un traitement de faveur. Oh, il a tout niqué. Voilà. Ah, Qu'importe. Il faut charger, toujours, et encore plus. En travaillant 11 heures par jour et 6 jours sur 7, un grutier qui ne compte pas ses heures peut gagner jusqu'à 3 000 € net par mois. Mais pour arrondir leur fin de mois sans se fatiguer, il existerait une autre combine. C'est Kevin, notre ancien grutier, qui nous la révèle. Le petit arrangement avec l'automobiliste en direct, moyennant bakchich. Bah c'est simple. Monsieur, on va attendre 1 heure le temps que la police elle arrive, vous allez devoir payer 180 €. Au bout de 10 minutes, le mec il craque. Bah écoutez, vous savez quoi, moi aussi j'en ai marre d'attendre, j'ai encore du travail qui m'attend. Allez, donnez-moi 100 €, je vous redonne le véhicule tout de suite, on n'attend plus. Et voilà, on repartait avec 200-300 € par jour chacun dans les poches, en espèces. Une pratique qui a toujours cours. Il y a quelques semaines, la police a arrêté 4 grutiers ripoux à Paris qui négociaient de façon illégale la restitution des véhicules. Automobilistes qui seraient rackettés, politique du chiffre, comportement au volant qui pourrait mettre en danger la vie des autres usagers. Et vous n'avez encore rien vu. C'est encore l'avocat Sébastien Dufour qui a levé le lièvre. D'après lui, les 4x4 utilisés par les fourrières seraient dans l'illégalité la plus totale. Ils seraient trop légers,
est donc trop dangereux pour pouvoir tirer les voitures des particuliers. Il va nous en faire la démonstration. À force de les prendre en filature, l'avocat connaît tous les grutiers. Ça va, chef? Ça va et vous? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, toujours sur la surcharge. La surcharge? Bah ouais. D'accord. Le pick-up a beau avoir été modifié, il pourrait tout juste tracter une Smart en toute sécurité. Mais jamais une berline. Et encore moins un 4x4. Rien que la grue, déjà, je crois qu'elle pèse... Rien que ça, je crois que ça pèse 700 kilos à l'arrière du 4x4. Rien que la grue. Ouais, on voit d'ailleurs, regarde ton pneu. T'as vu déjà comment il est en charge? D'ailleurs, le grutier le reconnaît à demi-mot. Après, quand c'est des petites bagnoles comme ça va. Quand c'est des gros 4x4, à la rigueur, ça dépend lesquels. Après, il y en a qu'on prend, il y en a qu'on prend pas. Ah, il va falloir s'arrêter parce que de toute façon, même pour vous, hein, le jour où il va y avoir un carton, les gars, ils vont pas vous soutenir. Hein. Le jour où il va y avoir un gosse qui va traverser la rue et que le camion il va pas pouvoir s'arrêter et que le gosse il va finir sur les roues, c'est vous qui allez en prendre plein la gueule. Mais ceux qui donnent les désordres et qui prennent le pognon, il va falloir qu'ils s'expliquent devant un juge un jour. La citadine à enlever pèse à peine 1 tonne et 200 kilos. Et le remorquage commence bien. Là, il va être obligé de faire une marche arrière dans un sens interdit pour la prendre et de bloquer le passage piéton pour faire l'enlèvement. Pour tracter la voiture en toute sécurité, le grutier aurait dû la charger par l'avant. Mais pour que la voiture soit moins lourde, il a préféré la charger par l'arrière. Comme ça, il n'y a pas le poids du moteur. Mais le problème... On voit en plus que le véhicule roule en travers, donc ça c'est assez rigolo. Enfin c'est dangereux même. Elle n'est pas du tout droite. La voiture s'est dangereusement mise en crabe, car les roues avant sont légèrement tournées. Heureusement, le grutier est expérimenté. Oula. Ouais, il y a un sacré... Waouh. Il y a un sacré décalage. Mais les risques pris sont énormes. Le véhicule tracté pourrait heurter un terre-plein central, une autre voiture ou pire encore, un piéton. Mais vous voyez comment ça rebondit à l'arrière? Regardez, vous voyez le toit, comment il rebondit? Bah ça, c'est simplement parce que le véhicule est en surcharge et que vous avez énormément de poids à l'arrière. Voilà, c'est tout, la seule explication, c'est ça. Et du coup, ça tasse les pneus et ça rebondit. Et on va rentrer pour voir. Oula. Oula. Ça frotte. En réalité, les fourrières devraient utiliser des camions plateaux. Mais comme ils coûtent beaucoup plus cher à l'achat, les sociétés privées préfèrent s'équiper majoritairement avec ces pick-up hors d'âge. D'autant plus que les pouvoirs publics ferment les yeux sciemment. Les 4x4 des fourrières sont-ils hors la loi? Pour le savoir, direction Annecy, en Haute-Savoie. Son célèbre lac, ses vaches de montagne et son irréductible dépanneur. Quentin! Alain Bonzi, un patron modèle qui dépense beaucoup d'argent pour être dans la légalité. À commencer par sa flotte impressionnante de camions. Donc là, on est dans la partie stockage des véhicules d'intervention. On a tous nos véhicules qui sont garés, il y en a qui sont déjà partis tout à l'heure là. Ces 5 camions lui ont coûté 1 million d'euros. Donc là, on a une dépanneuse poids lourd, en rotator, qui a une capacité grue de 120 tonnes. Ensuite, on a un 14 tonnes. Cela fait des années qu'il dénonce les mauvaises pratiques de ses confrères. Allez, on prend quelle voiture? Moi, je te prends quoi, moi? Toyota, je prends un Clio. Allez, on est parti. Et pour ça, il va se livrer à un test. Direction un centre de contrôle technique à quelques kilomètres de son garage. Pour les besoins de sa démonstration, il a récupéré un pick-up de marque japonaise, équipé de la même grue que les fourrières parisiennes. Et Alain a carrément fait appel à un huissier pour faire valider les résultats. Bonjour, ça va? Ça va et vous? Ben, impeccable. Bien pour faire le constat, donc... On va procéder au test des véhicules 4x4 paniers pour prouver que ces véhicules sont hors réglementation et non conformes au code de la route. On y va? On met le 4x4? D'abord, il va nous montrer que tous les grutiers devraient posséder un permis poids lourd, même pour conduire ce simple pick-up. Car dès qu'on charge un véhicule en toute sécurité, c'est-à-dire par l'avant, on dépasse à tous les coups le poids maximal autorisé. Nous avons pris une voiture standard, elle pèse un peu moins de 1500 kg,
c'est à peu près la moyenne. On a une masse totale de 3596, donc là on est dans la catégorie poids lourd. Avec la Toyota, on est passé dans la catégorie poids lourd, c'est-à-dire que le conducteur doit avoir un permis poids lourd. 96 kilos en trop. Avec le permis voiture, on n'a pas le droit de conduire des véhicules pesant plus de 3,5 tonnes. On est dans l'illégalité. Illégalité totale, ce véhicule doit être tout simplement mis en fourrière. C'est le code de la route qui le dit. Et voir à son conducteur qui a le permis VL, donc en défaut de permis, une suspension de permis. Donc les employés qui conduisent ça, faut qu'ils réfléchissent aussi, quoi. Mais il y a beaucoup plus grave. Ces pick-up de dépannage ne sont pas faits pour tracter des berlines, des 4x4 et encore moins des utilitaires. Là, on est à 87 cm, le bord de l'aile. Et là, on va lever, donc on va mettre le véhicule en opération. Dès qu'un véhicule pèse autour des 2 tonnes, les pick-up deviendraient de vrais dangers publics. Regardez bien ce qu'il se passe. Pare-choc, il ne fait pas son effet de protection et d'anti-encastrement pour un cycliste ou pour un piéton. Il passe dessous. Voilà. Et là, on est à 96, c'est-à-dire 9 cm. La suspension est débattue à fond, donc le véhicule n'est plus en appui sur la chaussée. Et il n'y a plus de freinage, il y a 90% de freinage qui est perdu là, sur les roues avant, puisqu'elles ne sont plus en contact avec le sol. Et c'est un véhicule qui est indirigeable, parce que la direction, elle flotte. La moindre bosse, le volant va faire ça. Le véhicule va faire comme un bateau, il va constamment naviguer comme ça. Ça sera comme un bateau. C'est-à-dire qu'il ne sera plus qu'en appui sur l'arrière, puisqu'on voit bien que l'arrière, lui, il est écrasé, lui. On voit que le poids, il est là, le poids. C'est effectivement ce que nous avions pu constater en suivant à moto l'un des pick-up d'une fourrière parisienne. Pour Alain Bonzi, ce sont de véritables bombes roulantes. Et le pire, c'est que les pouvoirs publics laissent faire. L'État est au courant, puisque ça fait déjà plusieurs années qu'on est sur ce dossier-là. Ça fait plusieurs années qu'on dénonce, qu'on leur a amené des documents. L'État ferme les yeux, valide les constructions de ces véhicules. Pour une histoire d'argent, ça me révolte. Parce que c'est vraiment, c'est du racket, et point de vue constructeur et point de vue État. C'est ça qui est grave. C'est qu'aujourd'hui, on s'en fout de la santé des gens, on s'en fout de la sécurité, mais du moment que ça rapporte à quelqu'un, on valide tout. Et ça, c'est anormal. Merci pour ce rapport, j'attends que vous me l'envoyez. Freinage douteux, pare-choc inefficace, direction flottante, tous ces problèmes liés à la surcharge, les grutiers les connaissent. D'ailleurs, lors de notre infiltration, Olivier, le chauffeur chargé de notre formation, nous avait mis en garde. La voiture, elle est comme ça un peu là. Derrière. Plus la voiture elle est lourde, plus t'es rouge, décolle du sol devant. Mais carrément, je sentais que le volant, il était relax tout à l'heure. Tu sais, quand je te disais qu'on était chargé là. Parce que la voiture elle est lourde. Ça fait quand tu freines, tu freines comment? Il n'y a plus d'adhérence au niveau du sol. Tu as freiné pour aller tout droit. Donc c'est dangereux si par exemple il y a un petit qui passe, c'est vraiment chaud. Ah bah frère, c'est responsable. Je peux même piler, je peux monter là. Ouais, tu prends vraiment du temps. Ouais. Là, même si t'as pilé. Là, c'est temps sec. Un peu humide et tout, t'es mort. Ah ouais? Comme la compagnie. Ce jeune homme, que nous appellerons Boris, a travaillé pendant 2 mois et demi comme grutier. Et il confirme que ces pick-up ne sont pas du tout adaptés. Plusieurs fois, quand je chargeais le camion, quand je freinais, il ne voulait pas freiner, ça glissait. La patinoire sur 100 mètres. Parce qu'il nous fait charger des camions, alors que nos camions à nous, ils sont plus légers que les camions qu'on charge. Ça veut dire que quand on freine, le poids du camion, il vient sur notre camion et pour freiner sur 100 mètres, j'ai glissé plusieurs fois sur 100 mètres. Plusieurs fois. Et tu te sentais en danger, toi, avec ces camions? En danger. Plus qu'en danger. Pourquoi les pouvoirs publics, et notamment la mairie de Paris, permettraient-ils aux fourrières privées d'utiliser du matériel non adapté à ce genre d'activité, au mépris de toute règle de sécurité? Premier élément de réponse avec cette carte. Ce sont les fourrières répertoriées à Paris. Il y en a 6. Elles se trouvent toutes dans des parkings souterrains, inaccessibles aux camions plateaux. Pour bien faire, il faudrait emmener les véhicules gênants jusqu'à l'entrée du parking, à l'aide d'un poids lourd, les décharger, puis les faire remorquer par un pick-up jusqu'à la fourrière. Trop long, trop coûteux. Surtout quand on épluche l'ancien contrat passé entre la préfecture et les sociétés privées de fourrières.
le quota minimum d'enlèvement demandé est très important. 30% dans les arrondissements proches des préfourrières, 22% dans tous les autres. Depuis le 1er janvier 2018, la mairie de Paris a récupéré cette mission de service public, mais elle est toujours soumise à l'ancien contrat, jusqu'en 2020. Il y a des termes qui ne nous satisfont pas. Par exemple, le fait d'avoir plus d'enlèvements dans les arrondissements où se trouvent les préfourrières, c'est quelque chose qui ne nous va pas, mais là encore, c'est quelque chose qu'on ne peut pas remettre en cause aujourd'hui. Mais typiquement, à partir de l'an prochain, on pourra revoir ces règles et faire en sorte qu'on ait, je dirais, une équité de traitement entre les différents territoires qui soit bien évidemment meilleure. Pour le moment, la mairie ne précise pas si ces quotas seront abaissés ou supprimés en 2020 avec le nouveau contrat. Aujourd'hui, ils sont toujours appliqués. Et pour atteindre un tel rendement, les grutiers et les agents de la mairie ne reculent devant rien. Nous retrouvons l'avocat Sébastien Dufour. Il s'est mis en mode surveillance. Des fonctionnaires sont en train de verbaliser une voiture mal stationnée. L'amende à peine rédigée, la demande d'enlèvement tout juste déposée. Il ne va pas se passer plus de 10 secondes avant que la fourrière n'arrive. Comment a-t-elle fait pour arriver aussi vite ? En fait, la fourrière, elle l'attendait au coin de la rue là-bas. Et donc, avant même que la voiture, la demande d'enlèvement soit faite, la fourrière était déjà sur place. Donc maintenant, pour pas choquer, pour moins choquer, il se cache au coin de la rue pour pas suivre juste derrière la voiture de la mairie de Paris les demandes d'enlèvement. C'est incroyable. Donc la personne qui avait garé sa Smart là, de toute façon, elle n'avait pas le temps d'arriver. Ça fait 3 minutes 30 qu'on est ici, le temps de la verbalisation, et le gars était déjà là. Donc à Paris, en 3 minutes 30, votre voiture, elle est partie. Une méthode un peu discutable, mais tout à fait légale. Sauf qu'en coulisses, cette coopération est beaucoup plus ambiguë qu'elle ne le laisse paraître. Lors de notre infiltration dans la fourrière, nous avons pu filmer dans la salle radio. Cet employé est chargé de faire le relais entre les agents de la mairie de Paris qui font les demandes d'enlèvement et les grutiers qui vont chercher les véhicules verbalisés le plus vite possible. Ça n'arrête jamais. Qui c'est qui est parti 34 rue de la Pompe. 34 rue de la Pompe. Pour le 8e, la rue de Naples, 7 rue de Naples, une Peugeot. 27 000, il y a des motos. 27 000. Après, si tu veux aller dans le 16, là, j'ai une voiture à Raymond Poincaré. Mais de son propre aveu, il n'a souvent même pas besoin de passer l'information. Fonctionnaires et grutiers se suivent à la queue leu pour faire un carton plein. Certains des grutiers connaissent et appellent certains des agents. Ils sont potes et tout ? C'est ça. Ils se connaissent, ils s'appellent. Ils disent « Ah tiens, moi je vais par là. » Donc du coup, là par exemple le gars qui vient de m'appeler, il a la grue. Ça fait déjà 4 ou 5 ans qu'il travaille chez un. Donc du coup, il connaît tout le 15e arrondissement, il le connaît par cœur. Les agents de la mairie de Paris ne touchent pas de commission, pas de prime à chaque voiture verbalisée. Alors, il est 11h27. Alors pourquoi s'arrange-t-il avec les grutiers pour faire du chiffre? Quel intérêt y trouve-t-il? L'employé de la salle radio va nous faire une confidence au moment de la pause café. Pour remercier les fonctionnaires, son patron aurait des attentions plutôt surprenantes. Ah ouais Mais il le dit? Oui, ça raconte que nous, mais officiellement, il n'y a rien. Il va chercher des croissants, va chercher du fume. Kevin, qui travaillait encore il y a peu dans une fourrière parisienne, confirme les cadeaux. Des enveloppes, des cadeaux pour Noël, c'est des camionnettes pleines. Chocolat, du vin, du champagne, des gros champagnes. Et c'est offert, cadeau. Et il les donne à qui? À un petit peu tout le monde.
Tout le monde a le droit, tout le monde a le droit à son temps en fait. Et d'après lui, cela facilitait grandement le travail des grutiers sur le terrain. Les agents, ils me faisaient beaucoup plus de véhicules. Ouais. Il y avait même des fois où on arrivait, on prenait le véhicule sans même que l'affiche soit faite. Et normalement, on est obligé d'attendre que l'affiche soit posée sur le pare-brise. Mais là, on n'attendait pas en fait, on chargeait directement. Des fois, les agents, ils descendaient même pas de leur voiture. On arrivait dans des places, on allait, le premier qui chargeait, il chargeait, il revenait avec le véhicule. Il avait juste à donner la plaque, l'affiche, elle était faite dans la voiture, tac, 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 et salut, tiens, prends. Des méthodes qui flirtent avec la légalité et qui rapportent gros. Selon la mairie, l'année dernière, la ville a engrangé 25 millions d'euros grâce aux mises en fourrière. Ces recettes, elles sont notamment, elles servent à payer aussi le service et les opérations d'enlèvement. Il faut savoir que les opérations de fourrière, en fait, ne sont pas rentables. Elles coûtent plus cher que ce qu'elles rapportent. On sait combien ça vous coûte aujourd'hui? Je ne saurais pas vous dire exactement quel est le montant de ce que ça nous coûte, mais ce que je sais, c'est que c'est une activité qui n'est pas bénéficiaire. Un marché qui ne serait donc pas rentable, c'est le même discours depuis des années. Pourtant, la mairie de Paris n'a jamais dévoilé le coût de ce marché. Mais la ville a trouvé un moyen pour gagner plus d'argent. Le parc des expositions, porte de Versailles. C'est ici que sont organisés les plus gros salons pour professionnels. Des milliers de visiteurs se pressent ici chaque jour. Depuis que les voitures sont indésirables dans la capitale, motos et autres scooters envahissent les trottoirs. Leur nombre en région parisienne a plus que doublé en 10 ans. Aujourd'hui, ils sont devenus la cible favorite des agents de la ville et des fourrières. Et pourquoi là il y a tant de scooters qui sont enlevés en France? Parce qu'ils se sont trop tard. Ouais, mais ils se gênent pas. Ils gênent pas, on est d'accord, mais bon. Pour le grutier, c'est tout bénef. Plus rapide à enlever qu'une voiture. Et il peut en mettre jusqu'à 4 en même temps. L'enlèvement est facturé 59 €, l'amende est de 35 €. Pourtant, en 2008, la préfecture de police, consciente qu'il n'y avait pas assez de places de stationnement, avait demandé aux fonctionnaires de la ville, via une circulaire officielle, d'être un peu indulgents avec les deux roues. Je demande à vos services de faire preuve de discernement dans l'action de verbalisation et d'apprécier si le véhicule à deux roues occasionne ou non une gêne réelle pour le cheminement des piétons. Les usagers, piégés, n'y comprennent plus rien. Je viens de sortir du salon et puis là on a vu qu'ils étaient en train de les enlever et voilà, il n'y a plus mon scooter. Tout le monde se gare ici, il n'y a pas d'autre place de toute façon, il n'y a pas d'endroit pour se garer donc je pensais que ça risquait rien, que c'était justement être tolérant pour le salon. Ils font une bonne journée de chiffre d'affaires. Ouais. Si certains sont fatalistes, d'autres sont excédés par cette chasse systématique organisée contre les deux roues, comme ce riverain. Bonjour monsieur, je peux savoir ce que vous faites sur la boîte? De la police? Non mais ça pourrait mieux que vous répondiez je pense. Je réponds pas monsieur. D'accord. Je vous répondre, d'accord? D'accord, donc ok, très bien. Voilà. Moi je voudrais juste savoir ce que vous faites sur la piste cyclable monsieur. Ça c'est pas votre problème. Bah si c'est mon problème monsieur. Vous faites votre enlèvement, il n'y a pas de souci. Par contre il y a des règles à respecter. Les scooters ils gênent personne ici. D'accord? Donc vous faites votre demande d'enlèvement. Voilà, vous faites votre problème. Déjà vous êtes garé, il n'y a même pas les warnings qui sont mis en route. Le j'arrive, si vous voit pas. Mais si c'est votre problème, c'est vous qui êtes conducteur du véhicule, monsieur. Monsieur, vous connaissez rien, avancez. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Vous connaissez rien. Voilà. Bonne journée, monsieur. Pour le coup, ils prennent soin quand même de se poser correctement. Ils auraient pu se poser là. Ils l'ont pas fait. Donc ils se posent bien le long du truc, sans gêner personne, et on vient les emmerder. Bah, c'est pas possible. Ça, c'est la politique du chiffre. En 2018, pas loin de 124 000 deux roues ont été verbalisées. Plus de 34 000 ont été conduits à la fourrière. Mais en roulant dans les rues de Paris, Maître Dufour s'est rendu compte qu'il y avait encore plus rentable que les scooters. Ouais, effectivement, il y a du trafic. Plus lucratif que les voitures. Les nouveaux moyens de locomotion, dits écologiques, décidément, c'est la grande fête. Comme les trottinettes électriques en libre service. Les frais d'enlèvement sont les mêmes que pour un scooter, 59 € par trottinette. Ouais, donc la fourrière s'adapte pour faire du chiffre, puisque les véhicules de fourrière sont absolument pas adaptés à l'enlèvement des
des petites trottinettes. Alors s'il est vrai que les trottinettes, ça pollue l'espace public et qu'il n'y a pas de réglementation, en attendant, la mairie se frotte les mains parce que c'est une aubaine pour pouvoir faire du chiffre. Et regardez dans quelles circonstances les trottinettes sont enlevées. Le grutier a réussi à en caser 17 sur son pick-up. Il y en a pour 1 000 €. Et encore, il est loin d'avoir battu son record. T'en mettais à la peine, non? 50, 60. Par enlèvement? Ça vaut le coup, hein. Et 60 au tarif scooter, mon gars, c'est comme s'il enfilait 60 scooters sur la queue de son machin. Je pense que je vais faire l'enlèvement de fourrière, moi. Je pense que c'est un bon métier. Amende plus enlèvement, chaque trottinette rapporte 75 € à la mairie. 30 € à la fourrière, un excellent business. Pour l'avocat, ces enlèvements sont illégaux. Car jusqu'en octobre dernier, les trottinettes électriques n'étaient pas considérées comme des véhicules par le code de la route. La trottinette, elle n'existe pas dans le code de la route. Vous faites des enlèvements de véhicules qui ne sont pas des véhicules. Vous faites comment, les gars? Le mec, est trop fort, le mec, il vient chercher sa trottinette. Bonjour, je viens chercher ma trottinette. Ah oui, laquelle? J'en ai 50. Mais non, on reçoit des ordres, nous, on n'a rien à voir. Non, mais vous faites ce qu'on vous demande de faire. Je suis sûr qu'il y a une loi qui va être inventée spéciale trottinette. Tu vas voir. Mais en attendant, les enlèvements de fourrière que vous faites, ils sont parfaitement illégaux parce que c'est de la voie de fait. Voie de fait, autrement dit, du vol. L'avocat a carrément porté plainte contre X pour enlèvement illégal de trottinettes électriques sur la voie publique. Comment peut-on en faire des demandes d'enlèvement de fourrière sur des objets qui ne sont pas prévus par le code de la route? C'est comme si vous me demandiez de faire un enlèvement de fourrière sur mon skateboard ou ma poussette. C'est pareil, c'est pareil. Le fait qu'il y ait un petit moteur électrique, ça ne change rien. Vous prenez un tricycle de gamin, il est électrique aussi, il roule à 5 km/h. Bah, on peut enlever le jouet de mon gamin, c'est pareil. On va lui faire un enlèvement de fourrière. Mon exemple est stupide, c'est exactement ce qui vient de se passer devant tout le monde. D'après notre estimation, entre les voitures, les 2 roues et maintenant les trottinettes électriques, la mise en fourrière devrait rapporter encore 10 millions de plus à la mairie de Paris cette année. Mais vous allez voir qu'il existe pour les villes un autre moyen de faire rentrer de l'argent dans les caisses. Beaucoup plus d'argent. Et 100% légal cette fois-ci. Pour Laura, 27 ans, tous les matins, c'est la même angoisse. Cette infirmière qui travaille de nuit est obligée d'aller à l'hôpital en voiture. Encore des livraisons et vous voyez, il y a malheureusement aucune place. Voilà. Aucune place et c'est toujours la même chose. Aucune place, encore. Elle aimerait bien réussir à se garer pour pouvoir enfin aller dormir. Il est 8h12, donc j'ai commencé le travail à 19h. J'ai fini à 7h30. Voilà, je commence mon tour. Donc c'est un tour un peu particulier qui me dure à peu près 1 heure pour trouver une place. Alors. Laura habite Montrouge, une commune aux portes de Paris. Les zones vertes, les moins chères, sont à 20 minutes à pied. Il y aurait bien la solution de louer un parking privé, sauf qu'ils sont tous complets. Plus un emplacement de libre. Vous voyez, une amende. Laura habite ici depuis 17 ans. Mais depuis 1 an, se garer ici est devenu un enfer. C'est pas possible. Encore des travaux, on le voit, il y en a partout. Partout, mais laissez-nous au moins des places de stationnement ou quelque chose. Ça fait peut-être 12 fois que je prends ma rue. C'est super. Cela fait maintenant près d'1 heure qu'elle tourne. Je sais pas où je vais en fait. Je roule pour rouler. Je sais pas où je vais. J'ai pas de solution que de rouler pour attendre que quelqu'un parte. Tous les matins, c'est plus vivable. Laura doit finalement se résoudre à garer sa voiture sur une place en zone rouge. Si ici les 20 premières minutes sont gratuites, les minutes suivantes sont facturées plein pot. Pour 2 heures, il faut débourser 8 €. Et si elle met une petite demi-heure de plus, c'est 4 fois plus cher. 2h30 dans ma rue, enfin dans la rue où j'habite, je dois payer 33 €. C'est pire que du racket. Laura peut bien évidemment bénéficier du tarif résidentiel, moins cher. Mais elle a fait le calcul. En zone rouge, cela lui coûterait tout de même 450 € par mois. Le problème, c'est qu'elle est tout de même obligée de se réveiller toutes les 2 heures afin de remettre de l'argent dans le parc-mètre.
Pour notre infirmière qui travaille de nuit, c'est mission impossible. Alors, sur sa table, les PV s'accumulent. Donc voilà, donc le total de ces amendes sur 5 mois, ça équivaut donc à 2 000 €. En 5 mois, elle a été verbalisée une 50aine de fois. 35 € l'amende. Je gagne 1 800 € net par mois. Donc toutes ces feuilles-là, voilà, ça représente plus que mon salaire par mois. C'est affolant. Donc c'est comme si, en 5 mois, je m'étais levée, travaillée, fatiguée, pour au final jeter un salaire dans le vent, dans le vide. Voilà, j'ai travaillé 1 mois pour rien. Laura est écœurée. Pour elle, comme pour des millions de Français, il est devenu impossible d'y échapper. Pourtant, souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, les contractuels ne faisaient pas d'excès de zèle. Les contredanses étaient apposées en douceur et en gants blancs, s'il vous plaît. Et à l'école des Pervenches... Alors, mesdames et mesdemoiselles, nous allons étudier aujourd'hui de rédiger une contravention, puisque vous aurez l'occasion... On leur apprenait même à être tolérants avec les automobilistes. Avant de rédiger votre contravention. Ce laps de temps vous est fixé en principe à 10 minutes. Mais depuis le 1er janvier 2018, tout a changé. Ce sont les villes qui gèrent le stationnement. Comme le PV à 17 € n'était pas assez dissuasif et qu'une majorité d'automobilistes trouvaient plus économique de se prendre une contravention de temps en temps, plutôt que de payer le parc-mètre toute la journée, un peu partout en France, le prix des amendes a explosé. À Alès, le PV est passé à 22 €, un moindre mal. Car à Colmar, il est désormais à 25 €. 30 € à Orange, 35 € à Nantes et Beaune, et même 50 € dans le centre de Paris. La Palme, revenant à Lyon, 60 €. À Dijon, en Bourgogne, le prix des PV pour défaut de stationnement a augmenté aussi. Il est maintenant à 30 €. Et si les automobilistes font la queue bien sagement pour payer, c'est parce que la mairie a dans le même temps renforcé les contrôles. À Dijon, c'est une entreprise privée qui s'en occupe. Elle s'appelle Divia. Bon, bah maintenant, on va aller faire la rue Sambin, d'accord? Ici, 10 agents arpentent en permanence le macadam, comme Marie et Virginie. Un duo qui n'a pas l'air d'avoir trop la pression. À l'aide de son petit ordinateur de poche, Marie scanne toutes les plaques d'immatriculation, une à une. Ça me donne le nom de la rue, donc vous voyez, place Saint-Bernard, le secteur, donc je suis bien en zone courte durée, et là-haut, plaque d'immatriculation. Ce petit gadget lui fait gagner beaucoup de temps. Il est directement relié aux horodateurs. Et Marie sait en 2 secondes si l'automobiliste est en règle. Donc quand une personne a payé, ça c'est, vous voyez, c'est rouge. Ça veut dire que le stationnement est payé. Rouge, ça roule. Mais quand ça vire au vert, ce n'est pas bon du tout. Donc là, la personne n'a pas payé, puisque c'est vert. La personne n'a peut-être pas du tout payé, ou alors dépassé son délai d'1 minute. L'ordinateur ne l'indique pas. Donc là, ça me donne FPS possible. Donc c'est que je peux verbaliser cette personne. Donc on prend FPS pour forfait post-stationnement. Rien n'a changé à part le nom et le prix, bien sûr. Donc c'est la première photo. L'administration a pensé à tout, même aux photos, pour faire diminuer le nombre de contestations et donc de PV impayés. En cas de réclamation, si le client dit « Ah ben non, moi j'étais pas garé dans cette rue-là, c'est pas moi, j'étais pas sur une place payante, j'ai mes photos pour preuve ». Marie et sa collègue Virginie mettent une trentaine de FPS par jour chacune. Elles assurent n'avoir aucun objectif imposé. Non, on n'est pas du tout au quota, du tout, du tout. Et en aucun cas, on nous dit, tiens, bah, comment ça se fait aujourd'hui? T'as fait que, je vais vous dire une bêtise, que 20 FPS, t'as scanné que 400 voitures, qu'est-ce qui se passe? Jamais, jamais, jamais on dit ça. Pas de pression du chiffre, donc, et un petit côté pervenche à l'ancienne.
Pas désagréable quand les nouveaux horodateurs donnent du fil à retordre. On a peut-être déjà payé trop. Vous avez mis votre carte? Oui, on vient de la mettre. Ah bah attendez, on va recommencer. Eh ben, c'est gentil à vous. Merci. C'est presque indispensable, je dirais, quand oui. on est dans une ville qu'on Ils connaît font pas pas. que des misères avec les trucs. Ça, c'est notre quotidien, ça. Voilà. Hein C'est-à-dire Aider les gens, discuter, ça fait aussi partie de notre travail. Marie en a même fait sa devise. Agent de contrôle de stationnement, ou aimable, courtois et sensible. Et c'est vrai? Bah alors, bien sûr. Il n'empêche, verbaliser même avec le sourire, cela reste un business très juteux. Les amendes pour stationnement ont rapporté 3 fois plus l'année dernière à la ville de Dijon. Plus d'1 million d'euros. Mais vous allez voir que parfois, le système dérape. À Paris, 2 sociétés privées se partagent le marché. La plus grosse, c'est Striteo. Elle gère 90 000 des 150 000 places de stationnement dans la capitale. Striteo, ce nom ne vous dit peut-être rien, c'est pourtant une filiale d'un groupe très connu. Pionnier de l'innovation, Vinci Park est toujours allé dans ce sens. En décongestionnant... L'ancien Vinci, rebaptisé depuis peu Indigo, le géant mondial des parkings. Et des paiements simplifiés. En plaçant l'accueil, la propreté, la sécurité au cœur de son offre. Et surtout les parkings, ça leur apporte beaucoup. Près de 150 millions d'euros l'an dernier en France. Alors le groupe qui gagne beaucoup d'argent grâce à ses parkings souterrains s'est positionné sur le stationnement en surface. Et à venir. Indigo, place au futur. Le futur, pour Indigo Striteo, c'est cette arme redoutable. Une voiture munie de 4 caméras capables de lire les plaques d'immatriculation en roulant. Jusqu'à 12 000 par jour. Les automobilistes l'ont surnommée la sulfateuse APV. En réalité, la voiture ne verbalise pas. Elle permet de savoir qui a payé son ticket ou non. Et donc de téléguider les agents directement vers les véhicules pris en faute. Dans le très chic 16e arrondissement, les habitants se plaignent justement d'être harcelés par Striteo. Madame Martinez n'a rien d'une fraudeuse. La preuve, sa collection de tickets. 3. J'en ai un à 21,10 €. Voilà. Ça me coûte plus cher en amende, donc je le fais. Nous décidons de l'accompagner vers l'horodateur. On fait régulièrement. Un agent de Striteo rôde. une habitude de mettre son ticket. Je crois pas, non. Ça, par contre, ça va pas le faire. N'inquiétez pas, vous serez. La présence de notre caméra ne lui plaît pas du tout. Madame Martinez préfère prendre les devants. Non, mais là, j'ai déposé ma voiture là-bas. Je prends le rodateur, j'espère que... Le temps de rentrer sa plaque d'immatriculation et de payer, comme à son habitude. En fait, là, jusqu'à 13h20, 3,60 €. Et de mettre le ticket bien en évidence. C'est comme... Striteo a encore frappé. Vous avez vu son parfait? Comment? Ah, bah voilà. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Détail du constat. Alors, montant du 35 €. 35 €. 35 €, je vous ai dit 5 minutes. Le temps d'aller chercher mon ticket. Il nous a vus, voilà. On dirait qu'il vous attend je viens d'arriver, il m'a vu arriver. Forcément, pour avoir fait la ligne. Elle ne contestera même pas l'amende. Perte de temps, d'après elle. C'est pas du racket, ça? C'est quoi? Tout est bon pour ramasser de l'argent, mais c'est pas que c'est pas grave, c'est déprimant. Ce n'est pas la première fois que Striteo défraie la chronique. Dès son lancement, en janvier 2018, surmenage des agents, contrôle fictif, dysfonctionnements informatiques, amendes abusives.
En quelques mois, la société multiplie les couacs. Dans une ville, au nord de la France, nous avons rendez-vous avec quelqu'un qui a connu Streetéo de l'intérieur. Il a fait partie des premiers salariés embauchés. Nous l'appellerons Quentin, et il ne s'est toujours pas remis de son passage dans la société. Les quotas, les cadences imposées étaient impossibles à tenir d'après lui. À cette époque, on devait faire entre 60 à 70 contrôles par heure, ce qui se donnait entre 350 à 400 contrôles par jour. Et est-ce que c'était atteignable? Non. Pour motiver ses agents payés au SMIC à atteindre leurs objectifs, la société a donc mis en place un système de primes, avec des critères bien précis. 2018 sur Paris. Les primes sur objectif, c'était au nombre de contrôles faits par jour, voire par heure. Le nombre de contrôles nous rapporte 100 €. Le respect des procédures, 50 €. La performance, 25 €. L'assiduité, 25 €. La ponctualité, 25 € et le relationnel usager et port de la tenue, 25 €. Donc là, ça nous donne les 250 € bruts par mois qu'on peut obtenir si on fait notre travail. Mais même avec cette politique de la carotte, la plupart des agents n'arrivaient pas à faire les 400 contrôles par jour. Alors la société aurait commencé à envoyer des textos aux salariés jugés pas assez rentables. Ils ont essayé, oui, des coups de pression, en nous disant simplement par SMS qu'on ne faisait pas assez de contrôles. On en a reçu un le matin, avant la pause du midi. Voilà où tu en es, voilà ce qu'il te reste à faire pour la fin de la journée. Fin de journée, chiffre non atteint, attention à toi. Streetéo a même essayé de la jouer à l'américaine, avec un classement des meilleurs salariés chaque jour. On recevait ce qu'on appelait des mails podium de la part de Streetéo, où ils nous mettaient tous en compétition. On retrouve, je m'associe à toute l'équipe pour féliciter les 3 agents suivants, les plus performants le 10 janvier 2018. Le plus grand nombre de contrôles, médaille d'or, monsieur voilà, qui a réalisé plus de 600 contrôles et a posé 130 FPS. Ensuite, nous on s'est dit, le contrôle c'est le plus important. Et bien ensuite, on a reçu un podium du plus grand nombre de FPS. Voilà. Médaille d'or, qui a posé 150 FPS, médaille d'argent, qui a posé 149, et la médaille de bronze, 148, envoyée par le directeur général adjoint de Streetéo. Donc pour ceux qui ont l'esprit compétition, le but c'est de se retrouver sur les 2 podiums, du plus grand nombre de contrôles et de FPS. Et voilà pourquoi on a eu des FPS qui ont été apposés alors qu'ils ne le devraient pas. Pourquoi Streetéo mettait-elle autant la pression sur ses agents? La réponse, il faut aller la chercher dans le contrat que la société a signé avec la mairie de Paris. Streetéo s'était engagé à contrôler physiquement plus de la moitié des places de stationnement dont elle avait la responsabilité. Ce qui veut dire un minimum de 51 654 contrôles quotidiens dans la capitale, 6 jours sur 7. Et si le contrat n'était pas respecté, la société encourait de graves sanctions. C'est ce que nous révèle un responsable de Streetéo en province. Moi, de ce que j'en vois et de ce que j'en comprends, c'est que la pression mise par la ville est extrêmement forte. Ne serait-ce que parce que là-bas, effectivement, il y a des pénalités. En cas de non-accès, voilà, si on n'est pas dans les chiffres attendus, ils appliquent directement les pénalités. Alors, pour éviter de payer plusieurs milliers d'euros par jour de pénalité, la société aurait demandé à ses employés de se livrer à des contrôles fictifs. C'est ce que laisse entendre cette vidéo tournée par un salarié à l'époque. Tout ça, toute la journée, toutes ces plaques-là sont sorties des bases de données. Et en fait, Streetéo triche par rapport au contrat de la mairie de Paris. On tape des plaques juste pour rentrer dans notre quota. Plutôt que d'embaucher plus de monde, Streetéo aurait fourni à ses agents des listings entiers de plaques d'immatriculation qu'ils devaient rentrer manuellement pour faire croire que ces contrôles avaient été réalisés sur le terrain. Toute la journée, on est là et on n'est pas dans la rue. Regardez, les PDA. Là, on tape le nom à chaque fois. Là, pareil. Une manip pour rentrer dans les quotas exigés par la mairie de Paris, qui désole ce responsable de Streetéo. Là, c'est clairement des fautes professionnelles. Ça va à l'encontre de tout, de tout bon sens. C'est comme dans tous les métiers, on a des gens qui sont plus ou moins honnêtes, quoi, hein, et qui entachent en plus un métier qui était déjà très regardé à ce moment-là. C'est tombé au tout début où tout le monde criait au vol.
Et donc ça a gonflé les problèmes. Donc voilà, je pense que dans la panique de la mise en place en courant janvier, il y a des décisions qui ont été prises et qui n'étaient pas bonnes, quoi. Au Conseil de Paris, cette affaire a fait grand bruit. Des élus de l'opposition comme Daniel Simonet de la France Insoumise demandaient même de casser le contrat. On est face à une entreprise de voyous. Non mais disons-le. Non mais écoutez, vous vous rendez compte? L'entreprise Striteo faisait non seulement des faux contrôles en faisant pression sur ses salariés pour qu'ils fassent ces faux contrôles avec des salariés qui ne le souhaitaient pas, et ils sont allés jusqu'à faire des faux PV. C'est pas possible. Le parquet a ouvert une enquête parce qu'on est face à une situation vraiment d'escroquerie. La mairie a déposé plainte pour faux et escroquerie contre Striteo. 500 000 € de pénalités financières sont réclamés. Laura, l'infirmière qui travaille de nuit et qui a du mal à se garer là où elle habite, à Montrouge, est loin, très loin de ces sommes. Elle voudrait bien faire annuler ses 2 000 € d'amende de stationnement. Pour la 10e fois, elle décide d'aller chez Indigo, la maison mère de Striteo, et tenter de négocier ses contraventions. Peut-être qu'à force de voir le nombre d'amendes qui augmente et à force de voir, de me voir quotidiennement dans leurs locaux, ils vont peut-être se dire que là, j'arrive à bout et qu'ils vont me trouver une solution. Mais sur le chemin... Réfléchir. J'ai une amende, voilà. Toujours la même chose. J'en peux plus. Putain. Mais c'est pas possible. J'en peux plus. Je suis rentrée chez moi à 9h30. Il va être 14h, donc j'ai dormi 4 heures. Pour, alors voilà, ça doit être une amende qui vaut encore plus cher. Qu'est-ce qu'ils me disent? Un avertissement comme quoi si je me regarde ici, bah, j'aurai une amende de 135 € avec possibilité de mise en fourrière de votre véhicule. Voilà, parce que c'est un stationnement gênant. Cette fois, Laura s'en tire juste avec une grosse frayeur. Pour se rendre compte de l'impasse dans laquelle se trouve la jeune femme, nous l'avons équipée d'une caméra discrète. La boutique Indigo, c'est un peu le bureau des pleurs. Laura expose pour la énième fois sa situation. Là, voilà, j'habite là. Zone rouge, ici travaux, ici travaux, ici travaux, ici travaux, ici travaux. J'ai que de la rouge. Je stationne où? Dites-moi, nulle part. Voilà, tout ça c'est en travaux. Hein. Voilà, alors donc, toutes ces zones vertes ont été supprimées. Tout ça, c'est en travaux. La journée, je dors, moi. Je peux pas me lever. Donc, est-ce que vous avez une solution? Vous réveillez tous les 2 heures, vous payez 3,10 €. Non, je ne peux pas me réveiller toutes les 2 heures. Non, ça, c'est sûr que c'est impossible. C'est comme si, moi, je vous disiez, à minuit, vous vous levez, à 2 heures aussi, à 4 heures aussi, à 6 heures aussi, et à 8 heures aussi, et puis après, vous allez faire toute votre journée de travail. Merci beaucoup, madame. Ah oui, moi j'en peux plus, ça fait 15 fois que je me rends chez Indigo, vous voyez. Un homme qui patiente comme elle l'interpelle. Et moi j'en suis à 2 000 €. 2 000 €. Mais je sais que c'est le maire le responsable. 2 000 €, c'est le maire, moi c'est le maire, tout le monde c'est le maire. Je sais. Et lui il se sort, il cherche que le business, il cherche. Bah oui, il a de l'argent grâce à nous. 20 minutes plus tard, son interlocutrice revient. Oui. Donc, moi je vous donnais le mail de la boutique, vous faites un rapport, ça sera transféré à ma responsable, auquel on va étudier la situation et on voit avec la mairie. C'est déjà fait. On est juste relancé. Mais ça fait 17 fois que je relance. Je fais quoi là? Vous n'avez pas de solution à me proposer? Non, comme d'habitude, non. Je fais quoi? J'en suis à 2 000 € là. Je fais quoi? 2 000 € pour... Vous voyez votre discours? C'est la 17e fois qu'on me redit ce discours où on me dit il faut contacter les responsables. Je fais quoi là? C'est même pas de ma faute. Est-ce que vous vous rendez compte que là, il n'y a pas de solution? Ce n'est pas de ma faute. C'est les travaux où il n'y a aucune zone verte. Je suis en zone rouge, je travaille la nuit. Je dors le jour, ma voiture, elle se fait soit enlever, soit verbaliser. J'en suis à 2 000 €. J'ai aucune zone verte à côté de chez moi. Aucune. Sur un périmètre de 30 minutes. Pour Laura, une fois encore, c'est la douche froide. Donc voilà, mes clés de voiture. Je rentre, on va aller bosser après une non-réponse, comme d'habitude. Hein.
À Montrouge, seulement 3500 places de parking pour 50 000 habitants. Laura n'est pas la seule à se plaindre. Depuis que le stationnement est passé sous le contrôle de la mairie, ici, rien ne va plus. Un nouvel impôt déguisé, du racket organisé. Régulièrement, les habitants descendent dans la rue pour dénoncer la nouvelle politique tarifaire décidée sans aucune concertation. Bonjour, vous habitez Montrouge? Oui. Je peux vous laisser ça? C'est pour expliquer la politique de la mairie, notamment le stationnement. À la tête de cette lutte, Thomas Cruz, 38 ans. Ce soir-là, le maire de Montrouge doit participer à une réunion publique. Thomas et son collectif ne relâchent pas la pression depuis 1 an et demi. Oui, bonsoir. Vous l'avez lu, bonsoir. Vous en pensez quoi? Il faut dire que du jour au lendemain, le prix du stationnement à la journée est passé de 90 centimes d'euros à 11 €. Une hausse de plus de 1200%. Bonjour madame. Merci. Depuis qu'on s'est fondé en collectif, on découvre la mairie, on découvre ce maire, on découvre en fait qu'on a concentré des pouvoirs dans les mains d'une personne qui fait à peu près tout et n'importe quoi avec notre argent public. Et donc a mis en place le stationnement qui nous coûte une blinde. Mais notre présence pose problème. Pas de camion. Bah si, parce que c'est une réunion publique. C'est bon, on va faire ça. Oui. Nous ne pourrons donc pas y assister et interpeller le maire sur cette nouvelle réforme du stationnement. Nous attendons donc sagement dehors la fin de la réunion. Le maire n'a pas de problème pour se garer. Il rentre à vélo. Bonsoir, monsieur le maire. À bientôt. Je voulais juste savoir pourquoi j'ai pas pu assister à la réunion. Allez, la réunion est terminée. Est-ce que je peux prendre rendez-vous avec vous si je passe par la mairie? Juste pour avoir une interview, mais du coup plus posée? Oui, on verra. C'est possible? Merci. Ok. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Malgré nos nombreuses sollicitations pour obtenir cet entretien, aucune réponse. Quelques semaines plus tard, nous devons nous résoudre à assister au conseil municipal. Et le maire, le voici. Étienne Langereau, 53 ans. Il veut faire de Montrouge une ville hyper connectée. D'où tous les chantiers en ce moment. Passer au vote, qui est pour. Étienne Langereau le sait, comme à chaque conseil municipal depuis 2 ans, il n'échappera pas à la question sur le stationnement. Cette fois, c'est son plus farouche opposant qui s'y colle. Sur le stationnement, moi je maintiens, c'est une machine à cash, que cette réforme, il fallait la faire. Par contre, la façon dont ça a été fait et la tarification qui a été imposée, c'est ça le problème aujourd'hui. Vous avez beau dire tout se passe bien, etc. Bah, allez voir les Montrougiens qui habitent en zone rouge et qui pâtissent toujours de la double peine, où ils ne peuvent pas se garer en bas de chez eux. Et s'ils veulent avoir un abonnement, ils doivent aller se garer au fin fond de Montrouge. S'ils veulent pouvoir stationner normalement. Étienne Langereau, lui, y voit du mieux. La zone rouge, elle sert à quoi? Elle sert à faire en sorte qu'on puisse se garer pour aller faire ses courses. Donc il faut que ça tourne. C'est pour ça que c'est plus cher. Mais les Montrougiens, ils ont très bien compris comment ça marchait. Je vous répète, il y en a 2000 qui ont pris des abonnements, dont la plupart à l'année. Et donc ils arrivent très bien à se garer. C'est vrai que c'est préférable de se garer gratuitement devant chez soi, mais ça n'est plus possible lorsqu'on est aux portes de Paris et qu'on a une telle pression. À en croire monsieur le maire, tous les habitants comprendraient cette réforme. Vérification sur le terrain. Étienne Langereau a programmé une petite balade en plein centre-ville, en zone rouge de stationnement, là où c'est le plus cher, pour aller au contact de ses administrés. Le jour est mal choisi, ils ne sont pas très nombreux. Il y a plus de gens de la mairie que d'habitants. Mais le sujet qui vient irrémédiablement sur le tapis, c'est... Moi j'ai un parking. Je rentre ma voiture dans mon parking. Moi c'est quand je vais faire mes courses. J'entends très bien. Alors quand je vais faire mes courses dans l'avenue de la République, je ne peux pas me garer. Voilà. Nous en profitons pour approcher monsieur le maire. Monsieur Langereau, je voulais juste savoir pourquoi le stationnement est quasi aussi cher, voire plus cher qu'à Paris, ici à Montrouge. Alors écoutez, on fera ça un autre jour. Là, on fait une promenade urbaine avec les habitants du quartier. Mais j'ai rencontré des habitants qui m'ont exposé leurs problèmes, donc je viens vous voir. Allez, on y va, s'il vous plaît. On va faire cette promenade urbaine tranquillement. Encore raté.
nous nous rabattons sur Pascal Hureau, son adjoint, pour lui exposer le problème de Laura, notre infirmière qui travaille la nuit. Donc là, comment elle fait la journée? Elle a intérêt à se chercher un parking souterrain. Ben oui, mais d'avoir c'est une place. 150 €. Elle gagne 1800, elle payait pas avant. C'est tout le problème de la région parisienne. Et elle en est à 2000 € d'amende en 4 mois, cette jeune fille. Oui. Qu'est-ce qu'on lui propose comme solution? Il faut la marier, il faut que le couple ait plus de moyens à deux. Ah ouais, mais elle est toute seule. Je dis des choses que j'assume. À Montrouge, il semblerait qu'il soit plus facile de trouver un mari à Laura qu'une place de parking. En attendant, la jeune femme rembourse ses amendes un peu tous les mois et se gare désormais à 20 minutes à pied de chez elle. L'année dernière, le stationnement a rapporté 1,6 million d'euros à la ville, 3 fois plus qu'avant la réforme. Payer pour avoir le droit de se garer devant chez soi, pour aller travailler ou tout simplement faire des courses, cela finit par devenir un vrai budget. Mais les nouvelles technologies qui nous verbalisent vont peut-être nous sauver la mise. Surtout quand on est un petit malin comme Yanis, 30 ans. Allez, c'est parti. On va stationner gratuitement. Yanis travaille à son compte. Il enchaîne les rendez-vous dans la capitale et en région parisienne toute la journée. Il ne peut pas faire autrement que de prendre sa voiture. Une voiture qui lui coûte déjà cher en carburant, en entretien. Et voilà que maintenant se rajoute le stationnement. La difficulté, ouais, déjà c'est le prix. Le stationnement à Paris, c'est hors de prix. Moi, je suis entrepreneur, je crée ma boîte. J'ai pas forcément les moyens de payer 30 € de stationnement tous les jours. Quand il arrive près de son lieu de rendez-vous, Yanis ne se jette jamais sur la première place libre. Donc là, on est à côté du boulot. Je vais me mettre sur le bas-côté rapidement et je vais voir ce qui se passe. Alors. Il lance sa nouvelle application anti-PV. Ça marche pour l'instant dans toutes les villes de plus de 50 000 habitants. Elle colorie les quartiers en fonction du risque de se faire verbaliser. Moi, je regarde, je vois qu'ici, c'est une zone orange. Donc, il y a des zones oranges. Puis, si vous allez plus haut dans Paris, il y a des zones rouges. Les zones rouges, ça veut dire attention, attention aux amendes. Et là, en zone orange, on est plutôt safe en général. Elle répertorie même les jours et les heures où les contrôles ont lieu le plus souvent. Ici, là, on voit... En vert, c'est tranquille. En rouge, ça craint. Ok. Et on voit qu'en général, entre 16 et 17 heures, fin de semaine, il n'y a pas trop de... Voilà. C'est plutôt safe. Donc, voilà. Et hop, j'enclenche le GPS. Voilà. Qui m'emmène à la place où je veux aller. Cette application fonctionne comme Waze ou Coyote, grâce aux utilisateurs. Ils sont près de 200 000 en France. C'est beaucoup. Voilà, on arrive. Mais pas assez pour que ça marche à tous les coups. On les voit ici. Ah, regardez, il y a des copains là-bas. Ah. Des amis contractuels. Bon, on va par là. Et bien là, vous voyez, moi, ce que je vais faire, c'est parfait. Parfaite illustration. Vu que je suis un bon utilisateur, je vais me mettre sur le côté. Hop. Et je vais les signaler. Bah oui, on va aider les amis, non? Hop, et je mets ici, plus, contrôleur aperçu, hop, signaler. Merci pour ton signalement, hop, et voilà. Et ça aide. Et ça va aider les personnes qui utilisent l'application. Tous les utilisateurs dans un rayon de 300 mètres vont recevoir un message d'avertissement sur leur smartphone. Yanis comptait ne pas payer son stationnement aujourd'hui. Voilà. Finalement, le risque de prendre une amende à 35 € est trop grand. Du coup, je vais mettre 30 minutes. 1,20 €. Yanis n'oublie surtout pas d'activer l'application sur son téléphone. Si un utilisateur signale des contrôles autour de sa voiture, l'entrepreneur recevra une alerte. Et d'ailleurs, quelques minutes plus tard... Ah. Bah voilà, il y a un contrôleur dans le coin. Je suis safe, vu que j'ai mis 30 minutes, je suis tranquille. Si j'avais pas mis de ticket, j'aurais couru à ma voiture pour mettre un ticket ou négocier ou changer de place.
Voilà. Avant, se garer lui coûtait une centaine d'euros par semaine. Depuis qu'il utilise cette appli, Yanis ne dépense plus que 20 euros. Mais il a quand même pris une dizaine de contraventions, car le système, en raison de son faible nombre d'utilisateurs, n'est pas infaillible. Alors, pour que le stationnement leur coûte vraiment zéro, vous allez voir que certains automobilistes sont prêts à prendre de gros risques et à carrément verser dans l'illégalité. C'est une technique vieille comme les plaques minéralogiques. Une lettre ou un chiffre différent sur le numéro de plaque suffit pour passer entre les contrôles. Les agents de la ville et les sociétés privées n'ayant pas accès au fichier national des immatriculations, ils sont incapables de vérifier si la plaque est bonne. On estime que 7 à 8% des PV ne remontent jamais jusqu'au propriétaire du véhicule. Peut-on se faire fabriquer une fausse plaque d'immatriculation? Pour le savoir, nous allons chez le cordonnier. Bonjour. Oui, Bonjour. Oui. Est-ce que vous faites les plaques d'immatriculation? Oui. Ah, chouette. Vous avez le numéro? Oui. D'accord. Alors, c'est BZ. BZ. Nous lui donnons un numéro fictif. En principe, le cordonnier doit exiger de voir notre carte grise pour s'assurer que ce n'est pas un faux numéro. Alors, on vous a cassé la plaque devant, alors? Bah, elle a été abîmée, ouais. Mais l'homme ne s'embarrasse pas de tant de précautions. On va vous jouer maintenant. Ouais, c'est ça. Super, tenez, et 15 et 5 ici. Il aura suffi de 5 minutes et de 15 euros pour avoir une fausse plaque. Cette opération, nous l'avons répétée chez 3 cordonniers différents. À chaque fois, c'est la même chose. P comme papa. Vous la voulez quand? Le matin, ça va ou pas? Aucun de ces commerçants n'exigera de voir la carte grise de la voiture. C'est pourtant obligatoire. 829 RP. Mais attention, trafiquer son immatriculation peut coûter cher. Jusqu'à 5 ans de prison, 3 ans de suspension de permis et 3 750 euros d'amende. Mais désormais, il existe une autre technique de plus en plus utilisée par les fraudeurs, la carte handicapée. Depuis le 18 mai 2015, en effet, les automobilistes invalides peuvent se garer sur n'importe quelle place de stationnement, gratuitement. Conséquence, le trafic de fausses cartes handicapées explose, notamment à Paris. Officiellement, 6 à 7% des automobilistes ont droit à cette carte. Dans cette rue du 9e arrondissement de Paris, on trouve 17 voitures. Si on se fie aux statistiques, il ne devrait y avoir qu'une ou 2 cartes handicapées. Sauf que 5 arborent ce passe-droit. Pire, dans le 16e arrondissement, sur 49 voitures, presque 1 sur 3 possède le fameux macaron qui évite de payer le parc-mètre. Est-ce aussi facile que cela en a l'air de se procurer une fausse carte handicapée? Combien cela coûte-t-il? Pour le savoir, direction Barbès, le quartier de tous les trafics. Équipé d'une petite caméra, un homme nous aborde. Non, par contre, je sais pas si tu peux m'aider. En fait, on cherche une fausse carte d'identité. On m'a dit qu'à Barbès, il y en avait qui l'avaient fait. Enfin, j'ai un pote, il l'a fait à Barbès. Et du coup, voilà. Je sais pas si Il faut donner les coordonnées. Photo, le nom, prénom. Ok, et ça coûte combien? 240. 240. La carte handicapée étant nominative, il nous faut une photo. Discrètement, l'un des 2 hommes nous accompagne à la station de métro. Merci. Il nous désigne un photomaton. Le cliché en main, nous le retrouvons. Mais l'homme n'est pas tranquille. Le faussaire, comme l'automobiliste, risque la même chose. 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende pour ce trafic. Il préfère nous emmener dans une petite boutique à l'abri des regards. Nous découpons notre photo d'identité avant de lui remettre une petite avance, en espèces bien sûr. Maintenant, donne-moi 52 euros. Maximum 48. T'inquiète, je comprends. 2 jours plus tard, effectivement, rendez-vous nous est donné dans un parc en banlieue parisienne.
Contre toute attente, c'est une jeune femme qui vient à notre rencontre. Salut. Salut, c'est bon, j'ai ta carte. Ok. Donc c'était 240, Ouais. 50, ça fait 190. C'est ça. C'est ça. Ça. Hop, merci. Ok, donc place de stationnement. Avec la photo. Ok. Utiliser sans problème. Ok, bah super. Merci beaucoup. De rien. Salut. On dirait une vraie. Rien d'étonnant que les agents de contrôle n'y voient que du feu. L'année dernière, le gouvernement a lancé une nouvelle carte handicapée, soi-disant infalsifiable. Mais l'ancienne carte est encore valable jusqu'en 2026. Ce trafic a encore quelques belles années devant lui. Il faut bien l'avouer, se déplacer en voiture aujourd'hui, c'est loin d'être un jeu d'enfant. Le stationnement, ses prix prohibitifs et les contrôles qui se sont renforcés. Votre véhicule qui se retrouve à la fourrière en 3 minutes chrono. La multiplication des radars automatiques et encore plus depuis le 1er juillet 2018. Et une mesure qui fait couler beaucoup d'encre, les fameux 80 km/h. Ce jour-là, à Angoulême, les motards sont une nouvelle fois en colère. Pour marquer le coup, ils se sont donné rendez-vous devant le palais de justice. Ils sont venus faire le procès de l'abaissement de la vitesse de 90 à 80 km/h. Nous l'accusons d'avoir menti en prétextant la sécurité pour tous, alors qu'il s'agissait de multiplier les amendes, de faire rentrer l'argent dans les caisses du gouvernement. Un procès pas vraiment équitable. Alors, quand le verdict tombe... Donc les jurés ont rendu leur verdict. Il est un peu couru d'avance. Les routes nationales et départementales devront revenir à la limitation de vitesse à 90 km/h. La séance est levée. Les motards sont venus défendre leur cause et celle des automobilistes. Il faut dire que le ministère des Finances s'était amusé à chiffrer ce que cette mesure pouvait bien rapporter. 300 millions d'euros de plus sur une année. Il y a un problème avec les radars, le placement des radars dans des zones qui ne sont absolument pas problématiques. Si ce n'est pas pour faire rentrer de l'argent dans l'État, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez des radars? Ça sert de tirelire ou pas? On pense que oui, enfin je sais pas, moi je voudrais bien avoir plusieurs à mon compte, ça me rapporterait Ouais, je pense qu'on pourrait vivre correctement avec ces revenus. D'après les sondages, 9 Français sur 10 sont contre cette loi très controversée. Mais elle a été assouplie en mai dernier. Les départements peuvent revenir aux 90 km/h s'ils le souhaitent. La moitié des départements s'est déclarée favorable. Mais pour l'instant, aucun n'a encore franchi le pas. Alors, une même limitation pour 400 000 km de routes complètement différentes, la mesure est-elle vraiment adéquate? Pour le savoir, direction la Haute-Savoie, ces grandes lignes toutes droites, et ces routes qui le sont beaucoup moins. Avec le champion Philippe Monneret. Un pro de la vitesse, vainqueur des 24 heures du Mont moto en 1991 et recordman sur la piste du Castellet, chronométré à 357 km/h. Il nous emmène sur une route mythique. 18 virages en épingle bien connus par les coureurs cyclistes du Tour de France, la montée de Montvernier. Mais même lui a beaucoup de mal à dépasser les 70 km/h. Et pourtant, c'est une route secondaire, donc officiellement limitée à 80. Alors? Bah c'est rigolo cette montée.
Les panneaux, c'est bien beau, mais à un moment donné, c'est le pif qui compte. Hein. Là, on voit bien que la plupart des virages se passent à 25-30, donc il n'y a pas de débat là-dessus. C'est un peu le côté incohérent. Vous voyez, il y a des routes où on peut absolument pas atteindre les 80 km/h, et puis il y a des lignes droites où on pourrait très bien rester et rouler à 90 km/h sans danger, et qui sont devenus à 80 km/h. Pour Philippe Monneret, le problème numéro 1, c'est l'entretien du réseau secondaire français. Le mauvais état des routes, les bandes blanches, pas toujours visibles. Jusqu'où on va aller? Parce que les motos sont de plus en plus sûres. Les gens sont de mieux en mieux formés, en tout cas en moto. Les voitures, alors je vous en parle même pas, au niveau technique, ça a beaucoup évolué, et on roule de moins en moins vite. Et à chaque fois, on ne peut pas contredire leurs décisions parce que c'est toujours on va gagner des vies. Mais moi, je pense que si c'est pour gagner des vies, roulons à 20 km/h ou éventuellement même poussons les motos. Comme ça, on gagnera encore plus de vies. Baisser toujours et encore plus la vitesse. Multiplier les radars automatiques. La tolérance zéro. Est-ce vraiment efficace pour diminuer la mortalité sur les routes ? Un pays, pas très loin de chez nous, a décidé depuis quelques années de pratiquer la politique exactement inverse. Et ils obtiennent d'excellents résultats. C'est l'un des pays où les gens sont le plus heureux, le Danemark. Et ici, les automobilistes aussi sont heureux. Les policiers chargés de faire les contrôles radars, comme Leila, nettement moins. Ce matin encore, pas beaucoup d'activité. Depuis ce matin, 914 voitures sont passées par ici, dans les deux sens. 915 maintenant. Et vous en avez flashé combien? J'en ai flashé 10. Ça fait pas beaucoup. Leila a beau remesurer, recalculer, vérifier que son radar mobile est bien positionné, rien n'y fait. Bah du coup, je peux faire plein d'autres choses. J'en profite pour regarder mes mails, pour écrire. En fait, l'explication, il faut aller la chercher ailleurs. C'est le seuil de tolérance. En France, sur cette route limitée à 90, la police française vous verbaliserait à partir de 95 km/h, soit 5% de marge d'erreur. Au Danemark, la tolérance est 2,5 fois plus élevée que chez nous. Elle est de 10% plus 3 km/h, quelle que soit la limitation de vitesse. Moins de PV pour excès de vitesse. Avec quel résultat sur les chiffres de la sécurité routière? Rendez-vous à la direction des transports au Danemark, avec Ivar Sandø, le patron. Très fier de nous montrer ses statistiques. Depuis 1971, le nombre de morts sur les routes ne fait que baisser. 2017, c'est le plus bas niveau de ces 10 dernières années. On a eu 175 morts, dont 20 piétons et 11 motocyclistes. Et regardez, on a vraiment beaucoup plus de voitures. Donc plus de voitures, moins d'accidents. Proportionnellement, les Danois ont 2 fois moins de morts sur les routes que nous. Depuis 10 ans, ils font exactement la politique inverse. Là où nous demandons aux automobilistes de lever le pied, les autorités danoises leur permettent au contraire d'accélérer. Sur certaines routes, on s'était rendu compte que les gens allaient plus vite que la vitesse autorisée. En fait, c'est parce qu'ils pensaient que ces routes étaient sûres. Alors on a regardé le nombre d'accidents sur ces tronçons. Et effectivement, on a vu qu'il n'y en avait pas tant que ça. Alors on s'est dit qu'en réaménageant ces routes, on pouvait augmenter légalement la vitesse sans avoir d'accidents supplémentaires. Ivar nous emmène sur l'une de ces routes modèles, avec des bandes blanches qui font du bruit dès que le conducteur dévie dangereusement de sa trajectoire.
Vous pouvez entendre le bruit que ça fait quand la voiture roule sur les bandes. Eh bien, ce son est primordial. La police a fait des expériences et on sait que c'est bénéfique pour la sécurité. Alors, on l'a mis en place à plusieurs endroits au Danemark. Toutes les routes ne se prêtent pas à cette augmentation de la vitesse. Alors, en concertation avec la police, ils les étudient au cas par cas. Comme cette portion qui ne possède pas de séparateur central. La route est en très bon état, et puis elle est large d'environ 8 ou 9 mètres. Le bas-côté aussi. Il y a place pour une voiture, il y a également une bonne visibilité. Donc on a pu augmenter la vitesse à 90 km/h. Et puis on a investi dans ces barrières de sécurité. Le coût pour sécuriser ces tronçons peut paraître énorme. 50 000 € du kilomètre. Mais cela reste 3 fois moins cher qu'un radar automatique. Et surtout, les Danois sont persuadés qu'au final, c'est rentable. Les politiques voulaient une meilleure mobilité. Avec cette augmentation, vous pouvez rouler plus vite et donc arriver plus rapidement au travail. La société va toucher donc plus d'argent dans un certain sens. Quand vous augmentez la vitesse de 10 km/h, vous allez peut-être arriver 1 ou 2 minutes plus rapidement au travail. Mais quand vous avez 50 000 conducteurs, ça représente 100 000 minutes chaque jour. Au final, ça fait beaucoup. Encore plus incroyable. Pour avertir les automobilistes de la présence des radars, le gouvernement danois a carrément créé une application. Même les radars mobiles sont signalés. Regardez, la camionnette du policier, elle est effectivement juste là. Il contrôle les voitures qui viennent dans cette direction. Quelque chose d'impensable en France. Bonjour. Bonjour. Ivar Sande de la direction des transports. L'application me dit que ça fait 4 heures que vous êtes là. Vous avez fait combien d'excès de vitesse en 4 heures? 8. Seulement 8? Et il roulait vraiment vite ou juste un petit peu? Non, juste un. Vous voyez bien qu'on n'est pas là pour faire de l'argent. Parce que 8 amendes en 4 heures, ce n'est pas très rentable. Bien sûr, on pourrait se placer à un endroit où l'on sait que les gens roulent vite. Et là, on pourrait faire du chiffre. Mais ce n'est pas notre objectif. Leur but, c'est de faire baisser le nombre d'accidents et donc de morts sur les routes. Pas de piéger les automobilistes. Les radars et les excès de vitesse rapportent un peu moins de 100 millions d'euros par an aux Danois. En France, en 2017, année record, ils ont rapporté 11 fois plus, presque 1,1 milliard d'euros.